J'ai rencontré Eric il y a à peu près 20 ans, aux Maldives, lors d'un éduc-tour que l'on accueillait à l'hôtel que je dirigeais à l'époque. Tout de suite, à travers nos différentes conversations, j'ai été séduit par son ouverture d'esprit et sa bonne humeur. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Et si nous repensions notre rapport au tourisme ? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Le transport aérien est attaqué ces derniers temps comme si nous avions oublié de quelle manière l'avion avait changé nos vies. Nous sommes tous responsables du bilan carbone à travers nos modes de vie. À mes yeux, passer d'un extrême à un autre n'a jamais été une bonne solution. Nous nous devons de travailler ensemble dans la coopération pour trouver des solutions. Je suis vraiment heureux d'accueillir Eric Didier, qui est Senior Regional Manager pour la compagnie Air Astana. Sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir l'ouverture d'esprit d'Eric Didier pour un tourisme positif. Et je vous souhaite une bonne écoute. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York, les rogamos presentarse a la puerta de embarque B. Bonjour Eric, bienvenue sur le podcast Expérientiel et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Écoute, ça va François? Déjà, je te remercie de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de te reparler. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas eu en ligne avec toutes ces histoires. Donc, écoute, je suis très content et tout va très très bien. Alors nous, on se connaît depuis quelques années. On a eu la chance de se rencontrer aux Maldives. Tu travaillais à l'époque pour Qatar Airways. Aujourd'hui, tu travailles pour Air Astana. Est-ce que tu veux bien te présenter à l'audience, s'il te plaît ? Oui, alors donc je suis Éric Didier. J'ai travaillé effectivement 17 ans pour Qatar Airways. J'ai monté Qatar Airways en France et dans quelques pays européens depuis début 2001 jusqu'à mi-2017, date à laquelle je suis parti pour rejoindre début 2018 Air Astana basé à Paris. Donc, à l'époque où j'avais rejoint Qatar Airways, c'était pour lancer le produit sur le marché français. Donc 17 ans plus tard et 3 vols quotidiens plus tard, plus Nice avec quelques vols par semaine. Donc j'ai rejoint l'équipe Air Astana pour justement développer la compagnie sur les marchés européens. Donc aujourd'hui, je suis en charge pour Air Astana d'une partie de l'Europe, l'Europe de l'Ouest, donc la France, UK, Espagne, Portugal, Benelux, et puis les États-Unis. Et depuis le milieu de la pandémie, je m'occupe aussi des alliances avec les autres compagnies aériennes, donc les partenariats, ce qu'on appelle avec les autres compagnies aériennes, et puis les accords avec la distribution en ligne, ce qu'on appelle les OTA. D'accord. Et comment la situation doit pas être évidente en ce moment. Quels sont les grands apprentissages justement pour toi de la situation qu'on vivons tous ? Alors, je crois qu'on a tous vécu dans le transport aérien en particulier, dans certains domaines liés au tourisme et à l'événementiel, très spécifiquement, un arrêt brutal de l'activité qui n'était jamais arrivé. On est revenu quasiment plus de 10 ans en arrière au niveau du trafic mondial. C'était jamais arrivé non plus. Personne n'aurait pu imaginer le prévoir. Donc, le premier enseignement qu'on en a tiré,
Euh, Ce qu'on m'avait dit quelques mois après le début de la pandémie, c'est que si ça dure un petit peu, les grands vont sérieusement maigrir et les petits fragiles vont disparaître. Bah, on a pu voir qu'en 2020, du coup, il y a à peu près, d'après IATA, les chiffres IATA, une trentaine de compagnies aériennes qui ont déjà disparu. Il y en a qui sont en manque sérieux de trésorerie et qui, s'il n'y avait pas eu les États derrière, principalement, ou des récapitalisations, n'existeraient plus non plus. On voit qu'aujourd'hui, les grands groupes européens, je lisais les résultats d'IAG récemment qui ont été publiés, font quasiment autant de pertes que de chiffre d'affaires. Ça en dit long sur les difficultés rencontrées dans le métier. C'est pas beaucoup mieux pour la compagnie nationale française. Et ce que l'on a pu voir, c'est que les compagnies de taille moyenne et agile s'en sont peut-être mieux sorties, c'est-à-dire avec des compagnies qui avaient une masse salariale peut-être moins élevée. Alors bon, on sait que c'est lié aussi au nombre d'avions, au nombre de destinations, etc. La possibilité d'être agile, que ce soit au point de vue social, au point de vue du réseau, au point de vue de l'adaptabilité des routes, et au point de vue aussi de la créativité et de la capacité à changer, se sont révélés finalement des modèles plus pertinents. Alors je l'explique, hein, et je peux prendre l'exemple d'Air Astana. On a bien su subi de plein fouet la baisse d'activité internationale, les restrictions sanitaires, l'arrêt de route qui dépendait des gouvernements d'ouvrir ou de fermer leurs frontières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché des solutions alternatives. Donc, on a retiré de la flotte, et je pense que ça, c'était le grand apprentissage et la belle chose pour tout le transport aérien, c'est que les avions les plus polluants et les plus anciens sont sortis des flottes parce que c'était aussi les plus demandeurs en kérosène, donc il fallait faire des économies. Donc, on a retiré les anciens avions. On a modernisé la flotte, on a fait rentrer plus vite les avions de dernière génération qui étaient en commande quand c'était possible. On a redéployé ces avions sur des longs courriers où le modèle économique, du coup, était plus pérenne et puisque on cherchait bien sûr des sources d'économie, mais c'est aussi meilleur pour la planète puisque ça pollue moins. On a transformé des avions qui étaient des avions passagers en avions tout cargo parce qu'il faut bien penser qu'au début de la pandémie, il y avait une forte demande en masques et en produits divers et variés et il y avait un manque cruel d'avions pour rapatrier tous ces masques d'Asie. Donc, on a modifié les avions pour pouvoir répondre à la demande. Donc, très rapidement, ça veut dire qu'on a retiré, on a eu des agréments pour retirer les sièges de certains 767 pour pouvoir faire du tout cargo avec. On avait déjà initié une compagnie low cost au Kazakhstan qui s'appelle Flyyaristan. Cette compagnie est montée en puissance parce qu'il y a eu besoin, il y a eu un réel besoin de déplacement local beaucoup plus important sur le domestique. Et on a cherché des destinations de niche, des destinations qu'on a appelées du coup des charters, sur des destinations qui étaient ouvertes au tourisme et qui étaient accessibles sur le marché local. Donc ça veut dire que le Kazakhstan s'est recentré sur son marché principal, sur le domestique et sur des destinations qui étaient ouvertes. Alors, Tu as mentionné plusieurs fois le mot pollution. Est-ce que tu penses que justement les enjeux du développement durable sont des critères qui sont bien intégrés dans l'industrie du transport aérien? Et si oui, de quelle manière? alors oui, alors, ouais, je pense que les critères sont totalement intégrés, que ce soit dans le transport aérien à tous les échelons du transport aérien, que ce soit les constructeurs, les motoristes, les compagnies aériennes, le régulateur, les tours de contrôle, etc. Tout le monde a conscience des enjeux. IATA a un programme pour faire des efforts. On l'a pas dit assez. On le dit. Je pense qu'on n'est peut-être pas audible dans le transport aérien parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est jamais suffisant. Alors que aujourd'hui, le transport aérien pollue beaucoup moins qu'il ne polluait. Les avions de dernière génération, chaque nouvelle génération pollue, je crois que c'est 20 ou 30% de moins que la génération d'avant, etc., etc. Et que on va réussir à
il y a des enjeux qui sont donnés par IATA, il y a des chiffres qui sont donnés, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais pour polluer beaucoup moins que ce qu'on ne polluait. Et l'industrie aéronautique pollue beaucoup moins aujourd'hui qu'elle ne polluait il y a 20 ans. Et à titre d'exemple, quand on dit que le transport aérien, aujourd'hui, c'est 2 à 3 du CO2 dans le monde. Bon, bah, tout ce qui est numérique, j'ai lu une étude il y a quelques jours qui disait qu'à l'horizon 2025, donc c'est demain, le numérique, ce serait 3 fois plus que le transport aérien. Donc, est-ce que on ne peut pas déjà chacun revoir sa copie quant à l'utilisation de ses téléphones portables et de tout ce qui est numérique? Est-ce qu'on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux en permanence, d'envoyer des petits smileys pour un oui, pour un non, parce que ça pollue davantage. Mais par contre, c'est pas vendeur de dire ça. Il n'empêche que c'est une réalité. Aujourd'hui, ça pollue plus que l'avion. Alors, à quoi tu crois que c'est dû justement que le transport aérien qui a l'air d'être vraiment engagé dans le développement durable a cette mauvaise image, ou la perception du public n'est pas forcément la bonne. Parce que j'entends dire aussi que dans les transports, je veux dire, l'avion, son taux de pollution ou son impact sur l'empreinte carbone est moins important que la voiture, entre autres, ou les bus, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que si on prend, bah, après, il faut regarder, si on prend les transports, c'est quel transport? Quel transport pollue le plus? Mais quand on dit ça, on dit oui, mais alors, on cherche à s'exonérer, à ne pas parler de la pollution du transport aérien. La réponse est non. C'est il faut parler de la pollution du transport aérien. Le transport aérien et tous les acteurs du transport aérien se sont engagés depuis longtemps et continuent à s'engager à faire baisser ces 2 ou 3 entre ce 2 et 3. Mais je pense aussi qu'il faut raison garder. Donc, on peut donner des chiffres sur les moteurs qui polluent moins à l'unité, sur le développement du transport. Effectivement, on est beaucoup plus nombreux, on était beaucoup plus nombreux à voyager, mais le voyage aussi, ça permet une ouverture sur le monde, ça permet des échanges entre les peuples, ça permet une ouverture d'esprit, ça permet de savoir ce qui se passe ailleurs et de ne pas avoir un jugement étriqué. Et je pense qu'il est très important de voyager et de continuer à faire voyager des gens pas simplement pour des raisons d'affaires, mais aussi pour le tourisme et pour s'ouvrir l'esprit. Et le partage et la connaissance du monde, ça continuera de passer par les voyages. C'est inévitable. Et donc, il faut pas souhaiter réduire le transport aérien. Par contre, que le transport aérien soit plus vertueux, soit moins polluant, oui, 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 oui. Mais plein de fois oui. Par contre, on peut regarder quand même, moi je sais pas, mais quand je regarde la bottom line et que je veux faire évoluer mon chiffre d'affaires, je regarde là où je peux faire vraiment varier mes charges, augmenter mes profits. Et je ne sais pas si c'est 2 ou 3 qui vont faire la différence quand on sait que déjà dans le transport, il y a des gros transports qui polluent beaucoup. On parle des supertankers qui polluent énormément. Les supertankers, c'est quoi? C'est bien des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qu'on achète. Alors, est-ce qu'on a besoin d'acheter tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas produire plus localement? Est-ce qu'on a besoin d'aller vers une course effrénée à la surconsommation? Ça, c'est des vraies questions. Si on dit que le numérique, ça consomme 3 fois plus que l'aérien, sauf que ça fait pas de bruit. Et puis, s'acheter des belles chaussures qui viennent de l'autre bout du monde, ça fait plaisir. Par contre, un avion, peut-être que ça fait du bruit. Peut-être que c'est assez facile finalement à stigmatiser parce que c'est voyant. Ça se voit, tout le monde l'utilise pas encore, mais quand même beaucoup l'utilisent. Et surtout, ça, à mon sens, ça a une utilité sociale et sociétale qui est peut-être plus important que certains autres modes qui polluent davantage, mais qui sont, c'est peut-être moins dans l'air du temps et moins nice to discuss en tout cas, et c'est peut-être moins vendeur, voilà, politiquement, ou je sais pas. Je sais pas. Et à ton avis, quelle serait la marche en avant qu'on puisse avoir? Parce qu'il n'y a pas que l'aviation dans le tourisme. Il y a tellement de différents acteurs, etc. Est-ce que tu penses que l'idée, et c'est une idée que j'ai, donc je souhaite la partager avec toi, est-ce que tu penses qu'il est possible de rassembler autour d'une table justement l'ensemble des acteurs du tourisme et de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut construire, construire ensemble, tout en sachant que les indicateurs, par exemple, qu'on pourrait utiliser dans le transport ne seraient pas systématiquement les mêmes que dans l'hôtellerie ou quoi que ce soit, mais de se dire, voilà, essayons de construire quelque chose ensemble où on va tous dans la même direction. Ouais, je crois que c'est un vœu pieux, mais il y a eu les assises de tourisme l'année dernière, enfin en 2019, qui n'avaient pas donné grand-chose. Aujourd'hui, on va vers davantage de taxation sur le transport aérien.
on irait vers le prix minimum par secteur, on va vers des choses qui vont un petit peu à l'encontre. Il y a pas réellement on sent pas en tout cas une réelle volonté de concertation. Et en plus, chaque État fait des choses différentes. On voit que, par exemple, UK, pour relancer son aviation, juste, on pensait après la première vague, avait décidé de baisser des taxes d'aéroport. Bon, la France a l'idée de augmenter ses taxes à travers des taxes supplémentaires de pollution. Il y a des projets là qui doivent voir le jour où une taxe en classe affaires passerait de 40 à 400 euros. Donc allons-y, allons-y. Mettons des tarifs qui vont être des tarifs totalement déraisonnables, augmentons les taxes d'aéroport, et là, plus personne ne voyagera, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura plus de pollution. Mais est-ce que pour autant on aura réglé le problème de la pollution? Non. Mais par contre, on aura déplacé le problème, puis on en aura engendré d'autres. Donc, est-ce qu'il y a une volonté? Il faudrait qu'il y ait une volonté internationale. Est-ce qu'elle est là? J'en sais rien. Moi, ce que je pense, c'est que ça fait 30 ans en tout cas que je travaille dans le transport aérien. Et ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'ai voyagé, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a rendu sans doute meilleur, ça m'a permis d'interagir avec des gens qui avaient des cultures, des éducations tellement différentes de la mienne que ça m'a forcé à les comprendre, à mieux s'accepter, à plus s'aimer. Et je pense que c'est peut-être aussi une raison, tout ça, le voyage et le mélange qui est peut-être aussi un peu moins de guerre, un peu plus de liberté, un peu plus de compréhension mutuelle. Et si on se referme sur nous-mêmes parce qu'on ne peut plus voyager, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Sur un autre sujet, je t'ai vu agir, c'est le leadership et le management. Moi, j'ai toujours été impressionné quand je venais te voir dans tes bureaux à Qatar, Airways, à Paris, la relation que tu avais avec tes équipes, qui était vraiment une relation de proximité. Je t'ai jamais senti comme un chef, je t'ai senti plutôt comme un partenaire. Est-ce que tu peux partager avec nous justement ton idée du management et du leadership tel qu'il doit être aujourd'hui d'après toi? Alors, moi, j'ai toujours considéré que on devait passer quand même beaucoup de temps au travail, qu'à la base, on travaille parce que on doit manger et que on doit avoir un salaire. Donc, quand on a la chance de faire quelque chose que l'on aime et dans lequel on prend du plaisir, c'est déjà énorme puisque ça permet de se lever chaque matin et on saute du lit, on se rend même pas compte, on est levé, on est déjà au bureau, on a envie d'y aller. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le jour où j'ai eu la chance ou l'honneur d'avoir des responsabilités managériales, euh, j'ai pas commencé avec une équipe de 200 personnes. J'étais tout seul, j'ai embauché une, deux, trois, quatre, jusqu'à plus d'une centaine de personnes. Et je me suis dit que ma responsabilité, c'était que ces gens prennent autant de plaisir que moi en venant travailler le matin, et que pour prendre du plaisir, il y avait deux choses. Il fallait déjà être respecté, être écouté, passer du bon temps entre les gens, et puis à partir du moment où on délivrait ce qu'on devait délivrer. Donc je me suis assuré que les gens que je recrutais avaient cette même façon de voir les choses que moi, étaient des gens plutôt positifs, qui avaient envie de s'investir, qui pouvaient ne pas regarder leur montre. C'est pas parce qu'on est aux 35 heures qu'on doit faire 35 heures, mais qu'on travaille. Alors bien sûr, il ne faut pas exagérer, hein, mais qu'on travaille parce qu'on est content de travailler, on est heureux de s'investir dans ce qu'on fait, et qu'on est un peu passionné. Donc voilà, donc après, à partir du moment où ces gens ont travaillé avec moi, j'avais comme objectif que les choses se passent bien et je mettais mon cœur à ce qu'on fonctionne en équipe, en harmonie, à apaiser les conflits, pour autant à dire les choses telles qu'elles doivent dites, à pas mentir, à pas tourner autour du pot, à être plutôt direct parce que je pense que ça peut aplanir tout de suite quand on évacue les problèmes, mais par contre, en se respectant et en se disant, voilà, on est là pour bosser, autant essayer de prendre le plus de plaisir possible et kiffons tous ensemble dans ce qu'on fait le temps qu'on passe ensemble. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les amis, et que tous ces temps soient des temps de bonheur. Je veux dire, le passage sur Terre est tellement court, autant en profiter. Ce que cette crise nous offre, c'est l'opportunité peut-être de prendre du recul et de se poser et d'arrêter d'être vraiment dans ce couloir à grande vitesse et de se dire, mais attends, il y a peut-être aussi un temps pour autre chose. Il y a peut-être l'opportunité de prendre le temps.
Je crois que, ouais, je pense que une des grosses questions pour beaucoup de gens qui étaient dans la course en permanence, l'arrêt, il a été brutal. Parce qu'on s'est tous retrouvés chez nous finalement mi-mars, c'est-à-dire il y a presque un an quand même, hein. On s'est tous retrouvés à un moment donné chez nous derrière notre ordinateur avec un modèle qu'on n'avait pas choisi. Donc c'est comme si tu es dans une Ferrari à 280 et puis que tout d'un coup tu passes à l'arrêt. Le choc, il est terrible. Et je pense que pour beaucoup, le choc, il a été quand même difficile. Alors ensuite, en fonction de où tu vis, dans quel environnement tu vis pas la même chose. Et en fonction aussi du pouvoir d'achat que tu as, etc., etc. Et de ta condition familiale. Si tu es en famille avec femme, enfant, que tu es dans une maison, ou que tu es dans un petit appartement, ou que tu es étudiant, seul dans un crous, dans 15 mètres carrés, tu vis pas la même chose. Donc je crois que voilà, toute raison gardée, ça a été compliqué pour beaucoup. C'est compliqué en général, mais pour certains, c'est beaucoup plus compliqué que pour d'autres. Donc évidemment, le fait de s'arrêter d'un coup, c'est certainement la possibilité de réfléchir, mais pour beaucoup, malheureusement, c'est aussi de savoir comment survivre avant tout. Comment imagines-tu l'industrie du tourisme reprendre dans les années à venir? Elle Alors, va reprendre de quelle manière, à ton avis? alors moi, j'ai pas de boule de cristal et je suis pas très doué pour ça. Ce que je vois juste, c'est qu'en 2020, d'après IATA, il y avait à peu près une vingtaine de compagnies qui ont déposé. En 21, ils annoncent qu'il y aura à peu près une trentaine de créations de nouvelles compagnies aériennes. Ça, c'est beau. À se dire qu'il va y avoir des nouveaux business models. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on connaissait en termes de OND, ce qu'on appelle origine, destination, les flux de trafic. Donc, on se disait, c'est simple, New York, ça fait X millions de passagers à l'année au départ de France, X millions de passagers au départ de UK, etc., etc. Et cetera. Et chacun allait essayer de grignoter un petit bout du gâteau. Là, comme on ne sait pas ce qui va rouvrir et quand ça va rouvrir, c'est les plus agiles qui vont prendre des parts de marché sur des destinations nouvelles sur lesquelles elles n'allaient pas. Quand je citais l'exemple d'Erastana sur les Maldives depuis cet hiver au départ du Kazakhstan, c'était un marché qui n'existait juste pas. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion. Il y a eu des droits de trafic qui ont été donnés. Donc, en fonction du régulateur, des droits qu'ils vont donner, en fonction du côté sanitaire et des ouvertures des pays les uns envers les autres, les flux vont être différents. Donc, on va repartir d'une feuille blanche et où il va y avoir des opportunités nouvelles en fonction des réglementations édictées et des possibilités de voyager d'un point A à un point B. Donc, de ce côté-là, on ne va plus avoir les mêmes flux de trafic qu'on avait de façon mondiale comme on les avait dans le passé. Ça, c'est le premier point. Donc là, quelqu'un qui est nouveau, qui est agile, qui veut arriver, peut se dire, moi, je vois tel exemple qui va fonctionner, bing, je me positionne dessus, j'arrive à obtenir des droits de trafic et je commence mon activité. Avec quel type avion? Donc des avions forcément moins polluants. Avec quel produit à bord? Ça, c'est aussi des questions. Est-ce que c'est un produit low cost, court courrier, long courrier? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une appétence pour le touriste de revoyager. On l'a vu récemment, l'Angleterre a donné un plan de réouverture possible. Boris Johnson, il a dit voilà comment ça va se passer jusqu'à fin juin si tout va bien. EasyJet a enregistré une progression de 580% de ses réservations en une journée. Voilà. Donc il y a une réelle appétence à voyager. Les gens ont besoin, ont envie de partir, de bouger, de découvrir le monde. Ça, c'est très clair. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des restrictions, des barrières d'un État ou d'un autre, avec des taxes, avec des impositions à droite et à gauche, et qu'on revienne à un tourisme qui sera sélectionné par le pouvoir d'achat et l'argent. Ce serait vraiment dommage. Je crois que c'est pas ça qu'on a besoin. Mais on peut se poser la question. Moi, je me souviens, avant cette crise, mon épouse avait été avec EasyJet au Portugal, à Faro, pour 30 euros. Et tu vas manger dans un bon restaurant dans la région pour 35 euros. Et c'est vrai que des fois, il se passe une réflexion intellectuelle où on comprend plus vraiment où est la valeur. Ouais, c'est ça. Et après, ça devient, du coup, l'avion devient une commodité. Et alors qu'on ne pense pas assez que l'avion, c'est énormément de choses derrière, tant en termes de sécurité, c'est des centaines de personnes qui travaillent pour qu'un avion décolle, atterrisse, en toute sécurité, en toute sûreté. Et je pense qu'il faut remettre ça au centre des préoccupations. L'avion, ça a un coût réel. Donc, quel est ce coût réel?
Je pense que c'est pas un minimum à annoncer comme ça, mais en fonction des coûts de structure de chacun. Je crois que c'est simple, c'est la rentabilité. À partir du moment où c'est rentable, eh ben voilà, ça a un coût, mais c'est certainement pas à 10 ou 15 euros un billet d'avion pour aller au bout de la Méditerranée qui est possible rentable. Même si pour le consommateur, évidemment, c'est très intéressant. Mais je crois qu'il y a raison gardée entre imposer des prix très élevés et puis avoir des tarifs qui n'en sont pas. Puisque un tarif, on a vu des tarifs à 7 euros, 10 euros sur des allées simples pour aller dans les pays nordiques ou pour aller en bas de la Méditerranée. Donc c'est pas raisonnable. On sait que c'est même pas le coût du kérosène par personne pour y aller. Donc, au Ouais. moins couvrir les coûts d'exploitation, assumer un petit bénéfice parce qu'une société qui fait pas de bénéfice peut pas vivre. Et puis comme ça garantit la pérennité de ces entreprises, tout en étant à des coûts corrects. Et puis encore une fois, chaque entreprise, chaque compagnie aérienne qui aura les avions les plus performants, qui aura son approche économique la plus performante, elle aura les coûts d'exploitation les plus bas, aura le droit de vendre le plus bas possible, tout en faisant de l'argent. Et je pense que ça, c'est vertueux pour tout le monde. Pour conclure cette interview, quand on l'a préparé, on a mentionné un mot plusieurs fois qui est pas toujours facile à dire. Et puis là, en te regardant, je vois derrière que ce mot est affiché au mur derrière toi. Voilà, Ouais, amour. Et je voulais ouais. savoir quelle était justement toi ta définition de l'amour à travers le tourisme. L'amour à travers le tourisme, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je sais que j'ai été attiré par le tourisme parce que j'avais envie de voyager, j'avais une appétence pour découvrir. J'avais un globe sur mon bureau tout le temps quand j'étais gamin et je le faisais tourner. J'avais pas les moyens pour voyager, mes parents voyageaient pas. Et je me disais, mais j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller là. Je savais pas ce qu'il y avait, mais j'avais envie d'y aller. Et en fait, je crois que j'aime les autres et j'aime les gens en général et j'aime découvrir, j'aime parler. On dit que je parle beaucoup. En fait, c'est que j'aime parler, mais j'aime écouter aussi et j'aime interagir avec les gens. Et je crois que voilà, ma définition de l'amour, c'est découvrir les peuples, se découvrir les uns les autres, c'est apprendre de l'autre et se nourrir de l'autre. Et j'ai jamais été aussi heureux que quand je voyage, quand je découvre des gens et quand j'apprends des choses d'eux et que j'espère pouvoir leur donner un petit peu de moi. Voilà, c'est ça, mon amour du voyage et des gens. Et puis aussi la beauté de ce que je vois, le côté scénique, les paysages, les cultures, tellement de choses, on est tellement peu par rapport à tout ça. Et ça passe très vite. Merci beaucoup Eric pour ce temps. C'était vraiment un véritable plaisir de reconnecter après ces quelques années. Je te souhaite une très belle continuation avec Air Astana et puis au plaisir de se retrouver avec un verre de vin. Je sais que tu es amateur de vin, donc à déguster un bon vin de Provence ensemble et à très bientôt. Avec grand plaisir, écoute, c'était super de se parler. Merci à toi François, à bientôt. Ciao. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme de podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.